Tout de suite, on ouvre la deuxième partie de ce 21-23 et comme tous les soirs, on vous emmène sur le terrain américain. Sur le terrain d'un anniversaire, puisque demain, le 20 janvier, eh bien, ça fera pile poil 1 an que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche pour son second mandat. Alors, on vient abondamment de parler notamment de l'international et de la question du Groenland durant la première heure de notre émission. À présent, on aimerait plutôt aller voir ce qui se passe justement sur le terrain aux États-Unis, auprès notamment de cette Amérique de Donald Trump, de ses électeurs de Donald Trump. Quel est le bilan 1 an après en termes de politique, mais surtout d'économie, inflation, pouvoir d'achat? On va en parler justement avec vous, Romuald Siora. Vous êtes toujours avec nous, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée, plongé au cœur d'une nation en déliquescence aux éditions Armand Collin. Et puis Nicolas Conquer, bonsoir. Vous êtes fondateur du think tank transatlantique Western Arc, inspiré par la droite américaine MAGA, et vous êtes l'auteur de Vers un Trump français, colère française, miroir américain, aux éditions Fayard. Alors justement, on va juste ouvrir d'abord cette première partie. On va aller plutôt, je vous disais, en termes de politique intérieure aux États-Unis. Mais juste avant, Nicolas Conquer, on vient d'en parler pendant 1 heure de la question notamment du Groenland. On se disait, on voyait, les Américains sont très, très, très réticents. Tous, 86% des Américains opposés à une annexion, conquête ou achat ou annexion du Groenland. 70% des républicains, vous êtes vous-même un républicain franco-américain. Qu'est-ce que vous pensez de l'annexion, de l'achat, de la conquête du Groenland? Je pense que tout est sur la table et il faut bien dire que ce n'est pas un pouvoir qui revient à Donald Trump de faire l'annexion ou de l'acquisition, c'est un pouvoir qui est transféré donc au Congrès. Je ne pense pas que ce soit dont il est question, ni d'annexion, ni de déploiement militaire, mais surtout peut-être de renforcer une alliance stratégique entre l'UE et les États-Unis dans un carrefour qui va être stratégique au cœur de tous les enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Le Groenland a la même emplacement au XXIe siècle qu'avait le canal de Panama au XIXe, et donc c'est désormais une urgence que d'assurer un verrou arctique qui va être porté et défendu par les États-Unis et l'OTAN sur le Groenland. Vous êtes franco-américain, là je m'adresse à votre moitié française. Que diriez-vous si Donald Trump disait « j'ai besoin de la Guyane, j'ai besoin de la Martinique, de la Guadeloupe pour la sécurité du continent américain dans son ensemble, pour la sécurité face à la Chine, etc. » Que diriez-vous? Je pense qu'on croit à un principe en démocratie, à l'autodétermination des peuples, et certains de ces peuples ont des vocations indépendantes. Ce n'est pas mon souhait pour ces territoires qui sont d'ailleurs depuis très longtemps rattachés à la France. Et donc, je ne pense pas que ça soit... L'autodétermination, les Groenlandais disent qu'ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas être américains. Ils ont quand même une fibre indépendantiste, mais ça, ils peuvent le dire autant qu'ils le veulent. Et derrière, il y a sans doute une volonté, sans doute des arguments, sans doute monétaires et même sécuritaires. Indépendantiste ne veut pas dire qu'ils veulent être américains. Ça, c'est une chose, tout à fait. Mais il y a une discussion qui est en cours. Et ils pourront se prononcer, ils se sont prononcés en 2021 dessus, et ils peuvent éventuellement Donald changer. Trump n'a jamais dit « je vais consulter les Groenlandais, s'ils veulent faire partir des États-Unis, bienvenue ». Il ne dit pas ça. Parce que l'enjeu, ce n'est pas d'annexer des territoires ou d'avoir une étoile en plus sur le drapeau américain. C'est pas ça dont il est en jeu, c'est de sortir d'une dépendance stratégique par rapport aux terres rares venues de la Chine, de s'assurer aussi, encore une fois, ce carrefour stratégique qui est un lieu de passage, et c'est d'inspiration gaullienne. Le général de Gaulle, lui aussi, voyait dans ces sanctuarisations de lieux de passage qui sont, effectivement, si vous contrôlez ces routes maritimes, vous contrôlez un lieu de pouvoir, et c'est crucial vis-à-vis des enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Romuald. J'ai souvent le plaisir de débattre avec vous et je suis sincèrement ravi d'entendre ce que vous venez de dire durant votre première réponse à la question. Enfin, un républicain modéré qui ne répète pas bêtement ce que Trump dit et qui nous parle d'un Groenland sous protection américaine et NATO, c'est-à-dire un Groenland indépendant, comme le veut la tradition de l'OTAN, protégé par les grands alliés. Donc je me réjouis de votre réponse. Pour une fois, ce n'est pas une réponse, non pas que vous fassiez toujours des réponses trumpistes, mais ce n'est pas une réponse trumpiste.
Et voilà enfin la preuve qu'il y a quand même des républicains modérés en France. Mais vous je vous renvoie vers la note qu'on a produite sur ce sujet qui montre que le Groenland est complètement Donald Trump. Je veux acquérir le Groenland. J'ai monté un think tank indépendant qui d'ailleurs, je m'en permets d'en faire la présentation, Western Arc, qui vise à faire la réconciliation dans ce lien transatlantique qui manque manifestement entre la profondeur européenne et l'efficacité américaine. Il faut penser comme des Européens, agir comme des Américains, c'est pas incompatible. Et j'ai ce rôle de faire ce décryptage, sans doute dans un endroit où il y a peut-être un peu d'enfumage médiatique parfois, où on joue un peu sur les peurs, mais de revenir sur des enjeux clés et rappeler ce qui va être de l'ordre du probable, du faisable et voilà. Dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé des relations internationales, mais on parle beaucoup de divorce sur ce plateau. Beaucoup de gens ont dit qu'il faut acter le divorce avec les États-Unis. On n'a pas parlé de guerre, et puis comme je le dis toujours, un divorce, ça peut être temporaire, on peut se rabibocher après. Mais est-ce que vous vous dites, vous, républicains, que ce qui se passe en ce moment va laisser des traces, des cicatrices très importantes? Est-ce que c'est bénéfique pour l'Amérique sur le long terme? Non, mais déjà, rappelons qu'on est dans une année clé dans l'histoire américaine. C'est le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. La France est le premier allié historique des États-Unis, avec des hauts et des bas dans cette relation qui a parfois été tumultueuse, parfois qui a été franche et sincère. On se rappelle en 2003 la prise de position de la France. Elle n'a pas été facile à digérer. C'était sans doute la bonne position. J.D. Vance et Donald Trump étaient d'ailleurs contre cette invasion en Irak. Donc ça montre qu'il peut y avoir des rapprochements possibles. Sans parler de divorce, peut-être que c'est une scène de couple qui mérite d'avoir un dialogue franc et sincère et qui sera sans doute plus pacifié après. Mais je pense qu'on est dans une phase de rapprochement et un alignement de structure. Je pense qu'il y a une surréaction et que, en l'occurrence, l'Europe joue un contretemps sur les enjeux auxquels on est confronté. Mais manifestement, et je me refuserai toujours à ce qu'il y ait le moindre divorce entre mes deux patries, ma mère et mon père. Ils resteront unis autour de ce pont transatlantique. Allez, on va parler justement de ce bilan des 1 an de Donald Trump, deuxième mandat, mais des 1 an de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour commencer cette analyse, on a juste été posé la question, nos confrères de l'AFP ont été la poser, à des Américains, des électeurs de Pennsylvanie. On sait à quel point c'est un État qu'on appelle un swing state, la Pennsylvanie. C'est vraiment un État qui tantôt bascule à droite, tantôt bascule à gauche. Donc c'est un très bon thermomètre pour l'Amérique. Écoutez ce que disent les Pennsylvaniens et on en parle juste après. Dans les allées de cette banque alimentaire, Michel vient chercher ses provisions de la semaine. Cette électrice de Donald Trump, sans travail à cause de problèmes de santé, fait part de sa déception quant à la première année de mandat du président américain. Mes attentes étaient un peu plus élevées. J'espérais que davantage aurait été fait à ce stade. Si Michel affirme aujourd'hui encore soutenir Donald Trump, ce n'est pas le cas de ce retraité, aujourd'hui lassé du président. J'aimerais qu'il la ferme et qu'il fasse simplement ce qu'il a à faire. Il dit tellement de choses ridicules. Le Groenland. Le Groenland ? Non mais vraiment ? Donald Trump, loin de faire l'unanimité en Pennsylvanie. À peine plus d'1 an après son accession à la Maison-Blanche, les démocrates regagnent déjà du terrain dans cet État. Le comté de Bucks, c'est l'endroit en Pennsylvanie où les démocrates ont fait leur plus gros score lors des dernières élections locales. Ils ont gagné beaucoup d'élections locales, pas seulement remportées, mais avec des scores assez importants, alors que les habitants de Pennsylvanie ont fait élire Donald Trump il y a juste 12 mois. Avec plus de 150 000 voix d'écart en Pennsylvanie lors de son élection en 2024 face à Kamala Harris, Donald Trump s'était imposé ici comme le candidat des classes populaires. Immigration, pouvoir d'achat, sécurité, autant de sujets sur lesquels les habitants attendent encore aujourd'hui de réelles avancées. Voilà un reportage de Camille Novak et on traverse tout de suite l'Atlantique. On vous retrouve Franck Genozo, vous êtes notre correspondant à Washington. On est ravis de vous avoir en direct parce que vous venez d'entendre justement ces interviews d'habitants de Pennsylvanie et on voulait justement vous poser la question, Franck, que recueillez-vous dans vos reportages? Quel est l'avis des Américains que vous rencontrez? Et je vous pose la question à vous parce que vous êtes évidemment basé à Washington, mais vous voyagez dans tout le pays. On sait très bien qu'on ne va pas demander l'avis qu'à des habitants de Washington ou de New York, ça n'est pas l'Amérique, mais ailleurs, j'allais dire dans l'Amérique, dans tous les États. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ces 1 an de Donald Trump sur le plan intérieur? Est-ce que leur vie, notamment leur vie économique, a changé?
Alors c'est vrai Loïc qu'on a cette chance d'aller à la rencontre des électeurs trumpistes assez souvent, de la Floride à la Caroline du Sud en passant par la Pennsylvanie ou encore la Virginie occidentale. Et chez les électeurs, il y a quand même un point, un élément d'admiration qui revient assez régulièrement vis-à-vis du président, c'est sa capacité à faire bouger les lignes. Il fait ce qu'il dit et ça change. Voilà ce qu'on entend souvent dans leur bouche avec des exemples. Par exemple la sécurisation de la frontière avec le Mexique en l'espace d'à peine quelques semaines, l'utilisation de la police de l'immigration, la fameuse ICE, elle aussi est assez populaire malgré les polémiques. Et puis, satisfaction aussi sur certaines questions sociétales. Vous savez, Loïc, la mesure la plus populaire prise par Donald Trump au cours de cette première année de mandat, c'est l'interdiction de la présence des athlètes transgenres dans les sports féminins. Mais attention, il y a aussi un certain nombre de signaux d'alerte. Et vous l'avez entendu dans le sujet juste avant moi, il y a d'abord le style de Donald Trump qui est jugé de plus en plus arrogant, de plus en plus coupé de la réalité, méprisant même parfois. Il y a aussi le côté un peu sans limite qui revient assez régulièrement, notamment sur cette question, vous l'avez entendu, de la volonté d'annexer le Groenland. On était en Virginie occidentale il y a de cela à peine quelques jours et une électrice trumpiste nous disait, je cite, « J'ai voté pour lui, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin, je ne pensais pas qu'il deviendrait aussi extrémiste ». Ce sont ces mots. Et puis bien sûr, autre signal d'alerte, l'économie. Certes, le prix de l'essence, par exemple, a bien baissé, mais pour beaucoup d'Américains, le prix des courses au supermarché ou encore le prix des loyers est toujours trop élevé. Et là, Donald Trump va donc se retrouver dans une situation qu'a connue son prédécesseur Joe Biden, c'est-à-dire des indicateurs macroéconomiques bons, voire excellents. Mais du côté des Américains, l'impression que le pouvoir d'achat ne progresse pas, que le coût de la vie est toujours trop élevé. Et comme souvent, c'est sûrement le portefeuille qui décidera au moment des midterms en novembre prochain. Merci beaucoup Franck Genezo, notre correspondant permanent aux États-Unis. Les midterms, ces élections de mi-mandat en novembre qui auront une énorme valeur de thèse, j'allais presque dire pour une fois quasiment une autre présidentielle au milieu du mandat de Donald Trump. Juste pendant que vous en parlez tous deux, on va voir la cote de popularité de Donald Trump. Alors, c'est un grand classique, le pouvoir use, ça c'est un phénomène chez tous les dirigeants. Mais quand même, vous voyez la courbe verte de Donald Trump qui avait évidemment un taux d'approbation supérieur à la moyenne au début, est descendu, 42% seulement aujourd'hui de taux de satisfaction, 55% des Américains désapprouvent l'action du président. Romuald, on va voir le détail des chiffres économiques dans un instant, mais quel peut être le bilan, notamment bilan intérieur pour Donald Trump sur cette première année de mandat? Écoutez, quand même trois choses. Premièrement, il ne faut pas non plus accuser Donald Trump de tous les maux. Il a hérité d'une Amérique quand même en mauvais état. Quand même, Biden n'a pas été le grand président qu'on a bien voulu nous faire croire. Deuxièmement, les sondages, effectivement, ne sont pas si bons pour le président américain, mais il a derrière lui une base solide comme peut-être aucun président dans l'histoire des États-Unis a pu bénéficier. Cela dit, et là, évidemment, notre point de vue va diverger, Donald Trump, une dernière chose, Donald Trump a donné une grande leçon, non pas seulement aux Américains, mais à tous les dirigeants des démocraties libérales. Il a prouvé que lorsqu'il y avait une volonté politique de changer les choses, on pouvait le faire. Souvent, dans nos démocraties libérales, il y a beaucoup de mollesse et de manque de volonté. Et ça, il faut savoir être gré au président américain de cette belle leçon de dynamisme. Maintenant, cela dit, Donald Trump et les personnes qui l'entourent, comme on en a parlé au début de cette émission lorsqu'on parlait de la politique extérieure, il y a toute une stratégie. Trump n'est pas seul, Trump de haut n'est pas Trump un président isolé, mal élu. Là, non, c'est un homme qui est arrivé au pouvoir avec l'aide de la droite la plus radicale et avec des intellectuels de haut niveau, J.D. Vance, Suzy Wills et de nombreuses autres personnes. Bref, toutes ces personnes ont une stratégie, on en a parlé, pour la politique extérieure et pour l'intérieur. Un double objectif, mettre en place un régime semi-autoritaire et mener une contre-révolution culturelle woke. Les deux objectifs presque atteints. La contre-révolution culturelle est en marche. Révisionnisme, mise au pas des universités, 400 mots, pour reprendre la liste du New York Times, interdit, génocide amérindien qui doit être effacé au grand cri de très très nombreux républicains, évidemment, modérés. Et au-delà de cela, ce régime semi-autoritaire qui aujourd'hui a déjà dépassé de loin la Hongrie de Viktor Orban, certaines prérogatives du Congrès qui ont rogné au profit
de la Maison-Blanche, une partie du judiciaire entre les mains du bureau ovale, les universités, on en a parlé, agences fermées, etc., garde nationale déployée illégalement, et j'en passe, la liste serait trop longue. Donc un bilan sur le plan économique mitigé, mais je ne pense pas qu'il faille vraiment accuser le président américain. Franchement, l'état du pays n'était pas si bon. Par contre, les États-Unis ne sont plus encore une démocratie, mais sont une démocratie abîmée. Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment vont se dérouler les élections de mi-mandat. Seront-elles démocratiques ou auront-elles un parfum poutinien? Nicolas Conquer, on va reparler de l'économie dans un mot avec Alexandre Hébert, mais sur ce qui vient d'être dit, régime semi-autoritaire. Je pense que là, oui, on agite des grands mots. C'est toujours assez cocasse de parler de ça dans le même sens qu'on a parlé de revers que le Parti républicain aurait pu essuyer dans des élections législatives ou la mairie de New York. Il y a des scrutins qui se déroulent en toute liberté et ça, on n'est pas dans la thèse que porte mon contradicteur. Je n'ai jamais parlé de revers républicain durant les élections. Pour moi, ça n'a pas été des revers du tout. La mairie de New York était gagnée d'avance. On a parlé du comté de Buck. Bien sûr. Il n'y a pas d'oppression d'opposants, il n'y a pas d'expansion du pouvoir présidentiel. Donald Trump a restreint des petites allusions à des midterms qui pourraient être tenues, à une présidentielle possible en 2028. C'est en porte fermée. C'est pas une question de jouer, c'est dans les faits. Derrière, il restreint les pouvoirs les prérogatives présidentielles, il coupe dans les agences, ça ne s'est jamais vu dans tous les régimes autoritaires. Le président étend son pouvoir, il est contesté dans ses décisions, pas plus tard que cette semaine, on attend une décision de la Cour suprême, notamment par rapport au sujet dont on parle tout à l'heure, sur les tarifs douaniers. Potentiellement énorme. Potentiellement, mais de fait, et c'est là encore une fois, vous parlez tout à l'heure du courage politique et de refuser la mollesse et la tiédeur, il mène un bras de fer et pour faire sauter parfois un verrou insurrectionnel s'il fallait, institutionnel, pour justement faire avancer son agenda, ce pourquoi il a été élu massivement et qu'il y a eu des attentes là-dessus. Et donc, de fait, il a qu'un seul mandat, c'était le retour que personne ne voyait venir, mais désormais il a été élu sur cette plateforme et il doit les délivrer. Il a été beaucoup présent sur la scène internationale, vous en avez parlé. Aujourd'hui, les Américains, on l'a vu dans les États violets dits indépendants comme la Pennsylvanie, attendent des résultats concrets sur leur pouvoir d'achat. C'est un peu la tarte à la crème, ça coûte toujours trop cher. Il s'avère quand même que l'inflation est quand même plus faible que ce qu'elle avait pu être dans le passé. Et dernière chose, c'est que c'est à partir de 2026, on va commencer à mesurer les bénéfices des politiques qui ont été votées en 2025, donc la Big Beautiful Bill, et on n'arrête pas de dire que Trump, il bénéficie que les milliardaires. Il s'avère qu'en l'occurrence, les avantages fiscaux qui vont bénéficier sur les exonérations sur les heures supplémentaires, les exonérations fiscales sur les pourboires, et tout ça sur la sécurité sociale. Donc c'est évidemment les 90% de classe moyenne qui vont pouvoir en bénéficier et qui vont sentir ça dès cette année, en vue de soutenir une croissance qui est déjà au rendez-vous. On va faire le point justement sur la croissance et les chiffres économiques, même si on est un tout petit peu en retard. Bonsoir Alexandre Hébert. Justement, vous allez nous montrer comment se porte réellement aujourd'hui l'économie américaine sous Donald Trump. Eh bien, le meilleur indicateur, c'est peut-être le taux de croissance du pays. Regardez, il est estimé à 2,3% pour 2025, là où, à titre de comparatif, sur le territoire européen, on est plutôt sur des ordres de 1%. Pourtant, on est tout de même en dessous de ce qu'on a pu connaître les dernières années avec l'administration Donc, pas si extraordinaire que ça. Pas si extraordinaire que ça, effectivement. Et puis, Loïc, il y a aussi la question de l'inflation. C'était effectivement une grande question parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec les droits de douane, on pensait que les prix pouvaient exploser aux États-Unis. Finalement, elle est assez contenue, 2,7% en décembre dernier, là où l'année précédente, on était plutôt sur des taux à 2,9, voire 3,5%. En revanche, il y a un indicateur qui s'est largement dégradé, c'est le taux de chômage, même si le chiffre objectif nous ferait rêver en Europe. C'est 4,4% de taux de chômage en décembre dernier, avec, vous le voyez, une hausse quasi constante sur 3 ans. Et ça, les politiques de Donald Trump n'ont rien pu y faire. Ces chiffres ont même ulcéré le président américain à tel point qu'il a renvoyé en août dernier la directrice du Bureau fédéral des statistiques sur le travail. C'est ce qu'on appelle, Loïc, blâmer le messager. Alors, l'un des grands sujets de Donald Trump, Alexandre, c'est celui de l'immigration. Que disent les chiffres sur la politique qu'il mène ? L'immigration légale, déjà, on va le voir, elle est en baisse. Regardez, 575 000 green cards émises en 2025. Pour rappel, c'est ce document qui permet de venir immigrer légalement aux États-Unis. Il y en avait 670 000 en 2024. Le nombre de réfugiés accueillis sur le territoire américain a lui aussi baissé. On est passé de 100 000 en 2024 à environ 20
28 000 en 2025, tandis que le nombre d'arrestations de personnes sans papier a lui atteint des niveaux sans précédent. 32 864 arrestations, rien que pour le mois de juin 2025. On est largement au-dessus de ce qu'il y avait sous l'administration Biden, mais aussi sur le premier mandat de Donald Trump. Quant au nombre d'expulsions, il fait lui l'objet d'une guerre des chiffres. L'administration Trump revendique avoir expulsé l'an dernier 670 000 individus sans papier, tandis que les observateurs indépendants parlent plutôt, eux, de 340 000 expulsions. On est tout de même, quoi qu'il arrive, au-dessus de ce qui se faisait sous l'administration Biden avec ses 271 000 en 2024. Merci beaucoup Alexandre. Je retourne voir mes invités. Alors on est un petit peu en retard. On va vraiment devoir conclure juste en une réponse chacun. Mais Romuald, ce qui me marque, c'est que là, en fait, sur les chiffres économiques, c'est pas fantastique, c'est pas la catastrophe non plus. Mais on a beaucoup parlé ici dans les médias de le chaos que pouvait amener Donald Trump. Il n'y a pas de chaos, enfin. Non, c'est un bilan. Non, mais c'est un bilan pas catastrophique et pas désolant. Avec moi, vous serez fatigué de gagner tout le temps. L'économie américaine, je suis un entrepreneur de génie. Et... Bien évidemment, non. On ne peut pas parler de succès, mais on ne peut pas non plus parler de débâcle. Véritablement, cette administration, si elle doit être dépeinte ou résumée en quelques mots, c'est mise en place d'un régime semi-autoritaire. Nicolas Conquer, sur le fait que c'est un peu tiède. Non, déjà, ça ne ferait pas l'air d'envier n'importe quel pays d'Europe occidentale. Bien sûr, on parle par rapport aux chiffres américains, par rapport aux présidences précédentes. Il était en sortie de crise, c'était sous Biden, donc c'est aussi ça à mettre en perspective. Et désormais, là, il y a une volonté de réinvestir, et je pense que la tendance, elle va être confortable, et elle va être soutenue par les effets de ces nouvelles politiques qui vont favoriser le pouvoir d'achat, et également la dérégulation, qui vont permettre de relancer l'innovation, et surtout la réindustrialisation. Ça ne vous aura pas échappé. C'est un vrai carambolage idéologique de dire, désormais, on arrête les délocalisations. On fait aux États-Unis pour les Américains. Et de fait, ça aussi, c'est ce qui va porter l'économie américaine. Et je rappelle aussi qu'il y a une corrélation, évidemment. Si l'économie américaine se porte bien, l'économie américaine aussi sera aussi prospère. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on peut voir. L'économie mondiale sera prospère. Aussi, mais même européenne dans un premier lieu. Le reste, pas mal chaud. Eh bien, on reparlera justement de ces chiffres en 2026. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant. On vous